la méditation, c'est revenir à une forme de simplicité. On est dans un flux, on s'impose beaucoup de choses. Et la méditation, ça nous fait vraiment faire une pause là-dedans. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça peut être très compliqué, mais pas du tout. Il suffit en fait de s'asseoir et de ne rien faire. Et on n'est pas habitué à ça. À chaque fois qu'on s'assoit et qu'on ne fait rien, on est tout de suite très troublé, très perturbé, parce qu'on se dit à quoi ça sert. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, très bon début de semaine à tous, bonnes vacances à ceux qui le sont. Et nous allons commencer la semaine par méditer ce matin avec mon invité qui s'appelle Clarisse Gardet. Bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Vous êtes diplômée de sophrologie que vous enseignez, enseignante à l'école de méditation auprès d'enfants et d'adultes, et vous publiez Méditer pour mieux vivre la maladie au livre de poche. Alors c'est un livre pratique qui s'inspire de votre expérience, et à noter que tout ce qu'on va vous dire ce matin et toutes les séances de méditation dont vous parlez dans votre livre sont téléchargeables et écoutables gratuitement. Tout à fait. Donc ça, c'est important de... Oui, c'est très important parce que on a besoin d'être guidé pour découvrir cette pratique. Un livre qui s'adresse aux malades, à ceux qui souffrent de maladies chroniques. Vous accompagnez des malades chroniques dans votre quotidien. Quand on parle de maladies chroniques, c'est quel type de maladie, Clarisse ? C'est énormément de maladies. Il faut savoir qu'il y a un tiers des Français qui ont une maladie chronique, et la définition d'une maladie chronique, c'est que ça dure plus de 6 mois. Donc il y a toutes les maladies, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des maladies cardiovasculaires, des maladies articulaires, des cancers aussi, et donc c'est au quotidien. On a cette présence de la maladie, puis il y a la personne qui est malade et aussi son entourage qui est forcément touché par la maladie aussi. Et la maladie, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est le principe de la maladie chronique, et il faut apprendre à vivre avec la maladie. Exactement. Puis la maladie, elle peut être capricieuse. On ne sait pas ses caprices à l'avance. Donc on a toujours beaucoup de soucis en fait qui sont là. La méditation, tout le monde en parle, peu la pratique. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans ce terme de méditation ? En fait, la méditation, c'est revenir, je pense, à une forme de simplicité. On est dans un flux, on s'impose beaucoup de choses, et la méditation, ça nous fait vraiment faire une pause là-dedans. Donc c'est très important en fait pour tout le monde, et c'est vrai qu'on a l'impression que ça peut être très compliqué, mais pas du tout. Il suffit en fait de s'asseoir et de ne rien faire, et on n'est pas habitué à ça. En fait, à chaque fois qu'on s'assoit et qu'on ne fait rien, on est tout de suite très troublé, très perturbé, parce qu'on se dit à quoi ça sert. Et la méditation, ça nous propose de faire des pauses pour rien, gratuitement. Et si on y réfléchit, on fait peu de choses gratuitement, c'est-à-dire sans attendre un retour, et surtout sans s'évaluer à la fin. Et là, il n'y a pas d'évaluation. On se met en rapport avec ce qui est là pour nous, à la fois autour de nous et en nous, nos émotions, tout ce qui peut nous agiter, nous traverser, et on accueille ça avec beaucoup de bienveillance. Ça aussi, c'est un mot à la mode. Mais ça veut dire pas de jugement, en fait. Arrêter de se juger tout le temps, de s'évaluer. Alors, ça existe. Enfin, on peut vraiment dire qu'on ne fait rien. Vous dites, ça n'existe pas de rien faire finalement, parce que même si on est assis et qu'on s'arrête, on pense. Oui, voilà. Mais en fait, si vous pensez, ça vient tout seul. Donc c'est ne rien faire avec sa volonté, mais laisser faire. Donc on laisse faire l'esprit, et l'esprit, il est fait pour penser. Donc par exemple, il y a aussi une idée reçue qui est de faire le vide dans la tête. Non, c'est pas la peine de faire. C'est-à-dire ne rien faire et faire le vide, c'est ça non, se déconnecter. Non, on fait pas le vide dans la tête. Si notre tête, elle est pleine, vous savez, c'est un petit peu comme un verre de jus d'orange avec de la pulpe. On ne fait rien, on attend simplement que la pulpe
se dépose dans le fond. Ou alors une boule à neige, c'est un peu plus joli peut-être qu'un jus d'orange. Mais vous voyez, et en fait c'est ça, et tout se pose, à la fois l'esprit, le corps, mais ce qui est là, quoi. Et puis ça prend le temps qu'il faut pour se déposer. Alors vous expliquez dans votre livre que la méditation, c'est pas une recette miracle, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Ah non. Hein, non. On est dans l'ère du prêt-à-penser, des kits. Mais là, la méditation, c'est vrai qu'on vante énormément les bénéfices de la méditation. Ils sont très importants. Mais si on ne le fait pas, les bénéfices n'arrivent pas. Et il faut y mettre du sien. Mais je crois que c'est pour tout. C'est vraiment pour tout. Quand vous vous mettez à un sport, quand vous vous mettez à une activité, il faut forcément pratiquer. Si vous avez envie de peindre, par exemple, il faut s'y mettre. Au début, c'est rarement concluant. Ouais. C'est ce que vous expliquez, c'est que finalement, c'est pas une technique, c'est d'abord une pratique. Exactement, c'est une pratique. Et surtout, ça nous apprend à défaire plus qu'à faire. Et je pense que c'est-à-dire défaire justement notre habitude à se juger, notre habitude à s'évaluer, notre habitude à vouloir un objectif pour tout. Et ça met du temps. Ça met du temps à comprendre qu'il n'y a rien à attendre. Ça marche très bien, par exemple, avec les enfants. Parce que les enfants, ils comprennent ça tout de suite, qu'il y a un moment où ils peuvent ne pas être évalués, ils n'auront pas de notes, et surtout, personne n'aura réussi et personne n'aura raté. Parce que même si on est très agité, vous voyez, il y a aussi cette idée que la méditation, ça devrait nous calmer. Non, en fait, on arrête de vouloir se transformer. On est comme on est. De toute façon, tous, on fait comme on peut. Tous, on fait comme on peut. Et en fait, c'est forcément bien. La façon dont on fait est forcément bien. On sort du bien ou du mal. Ouais. C'est comme c'est. Et surtout, c'est un accueil. Donc, c'est génial, quoi. C'est comme une gentille maman ou un ami merveilleux qui nous accueille. Si on est dans la panade, si on a fait une bêtise, quand on a un très bon ami ou une très bonne amie, on va pouvoir venir se confier. La pratique de la méditation, c'est pareil. On va se confier et puis on met les choses à plat, quoi. Et ça se met à plat tout seul. On est accueilli. Vous proposez dans votre livre, alors, qui sort au livre de poche, c'est un livre inédit d'ailleurs, au prix d'un livre de poche, une méthode et un parcours progressif sur une durée de 4 semaines. Alors pourquoi cette durée de 4 semaines ? C'est la bonne rampe de lancement ? D'expérience, j'ai l'impression que oui. Parce que il faut pratiquer. Donc moi, les gens avec qui je travaille, je leur demande de s'engager en fait sur 4 séances, et puis entre les séances de pratiquer, parce que d'abord il faut apprendre justement à ne rien faire. Ça s'apprend ou on désapprend à faire systématiquement. Et puis 3 semaines, c'est un peu le temps qu'il faut pour déjà se déshabituer de choses qui sont très ancrées, et puis prendre de nouveaux réflexes. Globalement, ça suffit. Et au bout de ce temps-là, on se rend compte si ça nous parle ou pas. Et d'expérience aussi, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ça leur parle s'ils ont vraiment fait, ils ont fait l'effort, on va dire. Il y a un petit effort au départ de s'y mettre. Vous accompagnez régulièrement des patients au cours de différentes phases de leur parcours de soins. Vous avez une réflexion sur la façon dont la maladie agit sur les gens. En côtoyant les malades, qu'est-ce que vous avez compris de la façon dont la maladie change les gens ? La maladie, ça bouleverse et ça remet en fait beaucoup de choses en question. Alors, je dirais que ça dépend tout à fait de l'âge auquel la maladie vient nous visiter, nous percuter. Je travaille beaucoup avec des gens jeunes, notamment dans le cancer, et là c'est un peu où la sclérose en plaques, par exemple, ça peut tomber sur des personnes très jeunes, et là c'est un petit peu c'est beaucoup de choses qui sont complètement bouleversées, à la fois tout le parcours on a tous un parcours un petit peu fixé, donc ça vient complètement bouleverser. Ça vient bouleverser aussi la vie professionnelle. C'est compliqué
Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit pas? Il y a beaucoup de choses. Il y a le corps qui est atteint. Et puis quand on avance en âge, ça vient compléter, je dirais, toute l'anxiété qui est due à l'âge qui avance, au corps qui se transforme. Donc, de toute façon, la maladie, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Et puis, je crois qu'on revoit ses priorités aussi. Ça, c'est les côtés positifs. Tous les gens que je côtoie, ils revoient énormément leurs priorités. Voilà, à moins d'être complètement... Il y en a aussi qui sont en lutte. Et ça, moi, ça me fait beaucoup de peine parce que une fois, quand on est malade, alors quand vous dites en lutte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux attitudes. C'est soit, je vais mettre entre des guillemets parce que je sais que vous n'aimez pas ce langage, se battre, voilà, et affronter la maladie, soit laisser tomber. Les personnes qui sont en lutte, vous les mettez dans quelle case? En fait, ça peut être dans les deux cases. Parce que, alors se battre, je préciserai quand même que bien sûr qu'on combat une maladie au sens où on fait tout, soit pour qu'elle parte si elle est guérissable, soit pour vivre le mieux possible, stabiliser les symptômes, stabiliser l'évolution de la maladie. Évidemment que je parle pas de ça, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Pour arrêter de se battre, en fait, c'est se battre contre soi-même. C'est plutôt se battre contre soi-même que se battre contre la maladie que je dénonce. Se battre contre soi-même, ça veut dire faire comme si la maladie n'était pas là. Alors ça, c'est quoi? C'est du déni? On peut appeler ça comme ça si on veut. C'est peut-être une évolution. Un passage obligé pour certaines personnes, parce que tout dépend de la maladie qui vous tombe dessus. Ça peut être tellement violent que ça peut être un mode de réaction, et ça c'est complètement respectable, puisque on en revient, on boucle toujours la boucle. On ne peut pas lutter contre ce qui est là. Et donc, c'est ça que la méditation nous invite à faire, c'est à accueillir. Il faut accueillir et accepter le fait... même d'être en colère, par exemple. Si vous êtes en colère contre le fait que vous êtes malade, parce que pourquoi ça m'arrive à moi, parce que je suis jeune, etc., par exemple, cette colère, il faut l'accueillir. C'est pas la peine de faire semblant de pas être en colère ou de pas être triste. C'est complètement naturel. Ça dépend de l'entourage qu'on a. Voilà. Voilà. Oui, c'est très... Pour avoir dans mon entourage des gens, par exemple, qui ont des cancers, par exemple un cancer du pancréas, subitement tout le monde fait comme si de rien n'était, les gens n'en parlent pas, tout le monde joue la comédie, en fait. Oui. On n'en parle pas parce que, sous prétexte que ça pourrait froisser la personne, ne pas la remettre dans sa maladie. Donc, tout le monde fait comme si de rien n'était. Tout à fait. Alors ça, c'est autre chose aussi. C'est qu'on n'est pas armé, on n'apprend pas à se parler. Et ça, la méditation aussi, ça apprend justement en se posant. On peut aussi se poser à deux et apprendre à communiquer. En fait, on veut tout le temps mettre des mots sur les choses. C'est ça aussi. Quelqu'un, par exemple, qui est malade, si on se place du côté de l'entourage, peut-être que la personne, elle n'a pas besoin qu'on mette des mots dessus. C'est déjà assez compliqué pour elle. Peut-être que c'est simplement être très présent. Mais ça, on n'apprend pas à faire ça. Et la méditation, on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de la personne qui est malade, dont on sait que c'est potentiellement grave. Oui. Et on veut mettre des mots. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faut simplement... La méditation, ça nous apprend aussi à nous accorder aux situations. Donc, quelquefois, la situation, elle n'est pas propice à parler. C'est pas le moment. Et on peut se mettre à installer une relation justement de complicité, et on laisse venir la personne si elle a envie. On dispose tout pour que éventuellement elle ait un espace, si elle le souhaite, pour parler. Mais si elle ne le souhaite pas, ça peut être très très difficile de parler de sa maladie. Mais en revanche, d'avoir quelqu'un qui est là, dont on sent l'amitié, dont on sent la compassion, dont on sent le soutien, ça c'est merveilleux. Quand je parlais de langage militaire, il y a tout le langage qui entoure la maladie,
l'arsenal thérapeutique, l'invasion infectieuse, enfin voilà, combattre la maladie. Donc effectivement, il y a tout autour de la maladie, ce vocabulaire militaire quasiment. Tout à fait. Et ça, ça aussi, c'est assez, c'est cruel. C'est pour certaines personnes, c'est vraiment très violent parce que quand on imagine qu'on est malade, on a une maladie, donc quelque chose en nous qu'on ne contrôle pas, alors qu'on aime tellement tout contrôler. C'est déjà très porteur d'anxiété. Et en plus, on nous rajoute des mots. Et lutter, c'est aussi se battre, combattre, gagner des choses. Alors évidemment, je crois qu'il faut aussi savoir dans quel contexte on est. Quand on est chez son médecin, c'est normal que le médecin soit content si on a des bons résultats, si les choses ont évolué dans le bon sens. Mais voilà, c'est pas tout. Il y a toute l'autre part de la vie où on peut prendre soin de soi. Puis en allant chez le médecin, on peut s'apprêter à entendre des mots qui vont faire mal, parce que les mots parfois c'est comme des coups. C'est comme des coups de poing. Il y a certains mots qui font mal. D'ailleurs, l'annonce d'une maladie, on le sait, c'est prouvé, c'est étudié, c'est le moment le plus compliqué. Quand on pose un mot sur des symptômes, parce qu'en général, les gens ont des symptômes, ils vont consulter, et à un moment, hop, on pose, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, poser un diagnostic. Et ça, c'est très difficile à entendre, à faire aussi. C'est pas toujours fait de manière... Pour celui qui annonce... c'est pas évident pour celui qui annonce. On oublie ça. Mais et ça aussi, on l'apprend pas. C'est pas des machines. Les médecins, le personnel médical n'est pas forcément formé à l'annonce. Tout à fait. De mauvais je pense que ça évolue. Diagnostic. Mais c'était pas quelque chose qui était dans les études médicales... il y a quelques décennies. Vous parliez des résultats tout à l'heure, l'attente des résultats, comme si on avait un bon ou un mauvais bulletin, comme des bons ou des mauvais élèves. Oui. J'ai pas eu des bons résultats cette semaine. Voilà, exactement. Et quand, il faut voir aussi quand vous êtes guéri d'un cancer, par exemple, il y a beaucoup de cancers où vous êtes surveillé. Voilà, être surveillé, il y a ce terme aussi. On surveille, ouais. On surveille, et puis tous les 6 mois, ou même parfois tous les 3 mois, ou tous les ans, vous avez cette épée de Damoclès, là. Tout allait bien, tout était formidable, on avait un peu oublié, et puis hop, on y retourne, on va faire les prélèvements, tout ce qu'il faut pour... on surveille. Pour surveiller. Ouais, nous parlons de méditation ce matin avec Clarisse Gardet qui est avec nous, qui est sophrologue et qui enseigne à l'école de méditation auprès d'enfants et d'adultes. Alors ça existe ça, l'école de méditation ? Oui, ça existe. oui, tout à fait. Il y a une école, donc ce qui veut dire que s'il y a une école, c'est que ça s'apprend la méditation finalement. Ah oui, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça se pratique ensemble aussi. Ça, c'est très important. C'est très aidant de pratiquer en groupe. Moi, j'aime beaucoup faire des groupes parce que les gens s'entraînent. Et surtout, quand on commence à méditer, on se pose plein de questions. On a évoqué plein de choses là. Qu'est-ce que je fais quand j'ai plein de pensées ? Qu'est-ce que je fais quand j'arrive pas à tenir en place ? Et chacun, en fait, enrichit le groupe par ces questions et puis les réponses concernent tout le monde et c'est drôle parce que moi ça fait très longtemps que je fais des groupes et c'est toujours les mêmes questions mais en fait comme c'est posé chaque fois différemment et qu'on répond en fonction de la situation de la personne, c'est chaque fois passionnant et on s'ennuie jamais et c'est tout le temps à refaire. Dans la méditation aussi, il n'y a pas le super héros de la méditation qui est arrivé, qui est champion olympique. Il y en a quelques-uns quand même, médiatiquement maintenant. Peut-être médiatiquement, mais je pense que si on leur pose la question, ils ont aussi parfois beaucoup de pensées. Alors, on ne va pas parler des gens médiatisés parce qu'on ne peut pas parler en leur nom, mais par exemple, on a souvent l'image des moines qui seraient très, entre guillemets, aussi zen, mais en fait, les moines, ils peuvent être gênés par une mauvaise odeur, ils peuvent être exaspérés par leur copain moine parce que il a
il n'a pas lavé son bol, ou il n'a pas balayé, voilà, où il a laissé des miettes quand il vient s'installer à table. Enfin, c'est humain. Ils sont traversés par des réactions qu'on a nous au quotidien. Évidemment, donc il peut être pendant sa méditation obsédé par qu'est-ce qu'il va manger en sortant. Enfin, on est tous pareils. L'esprit humain, il est fait pareil. Et quand vous lisez, il y a beaucoup d'écrits et de témoignages de méditants depuis la nuit des temps, je dirais, et on a tous le même esprit. C'est très frappant, très 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 frappant. Vous vous dites, vous regardez à 2 fois, c'est pas possible que ça date de 2500 ans. Et si, c'était déjà comme ça. Oui. Alors on parle de méditation, mais ce serait peut-être plus juste de parler d'état méditatif d'ailleurs ce matin. Alors, état, c'est plutôt d'attitude, je dirais. Attitude méditative. D'attitude. Et en fait, en pratiquant, cette attitude méditative, elle se met à devenir complètement réflexe, on va dire, dans votre vie de tous les jours. C'est le fait de regarder les choses de manière un peu plus large et regarder une situation dans son ensemble. Les gens aiment bien ce qu'on peut mesurer aujourd'hui et ce qu'on peut évaluer. Quels sont les bénéfices que les personnes déjà qui sont en parcours de soins peuvent obtenir en méditant ? Est-ce qu'on sait précisément comment ça agit et quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer ? Alors, il faudrait regarder, quand on veut être très précis et rigoureux, il faut regarder les études scientifiques qui ont été faites. Donc, selon la pathologie qui a été la plus étudiée, c'est le cancer. C'est aussi parce que c'est la plus répandue. Et il y a des méta-analyses, c'est-à-dire qui regroupent beaucoup d'études scientifiques dans des pays et des centres très différents, et donc avec beaucoup de patients qui ont été étudiés, et ça agit sur la douleur, ça agit sur l'anxiété, sur la fatigue, voilà. Donc mais j'insiste aussi, parce que moi il y a des gens qui me disent je viens parce que j'ai rien trouvé comme solution contre la douleur, donc je viens méditer. Et moi, je leur dis, je ne vous fais pas de fausses promesses. C'est pas une technique antidouleur. Qui fait disparaître la douleur. Ça ne fait pas disparaître la douleur. Ça. Mais comment est-ce que la méditation agit donc sur la douleur ? Eh ben, ça change, comme je vous dis, ça change notre manière de se relier à tout. Donc, en général, quand on a une douleur, on panique. On se dit, ouh là là, ça y est, par exemple, elle revient. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va s'intensifier ? Est-ce que le médicament va faire de l'effet ? Voilà, il y a le cerveau, moi j'appelle ça le petit vélo, qui se met en marche. Ça rumine. Ça rumine. Et la méditation, en fait, ça nous aide à faire, si vous voulez, un peu un pas de côté, comme si on voyait ça, on se met à voir qu'on rumine. Donc on n'essaye pas de s'empêcher de ruminer, mais à partir du moment où vous avez vu que vous ruminiez, que les ruminations, vous n'en faites rien, vous vous accrochez pas après pour soit lutter pour les enlever ou les entretenir comme on entretient un feu. Et stratégie si vous voulez, du soufflet. Les choses se délitent. Et puis, vous revenez au corps aussi. Donc ça, dans la douleur, c'est vraiment, vous vous rendez compte, parce que ça fait partie de la situation aussi. Quand on fait un pas de côté, qu'on regarde la situation dans son ensemble, on va s'apercevoir qu'on est complètement crispé. Parce qu'on divise le corps et l'esprit, mais en fait, on est unitaire. Donc dès que vous vous mettez à ruminer, à penser, il y a une crispation qui se fait automatiquement, alors selon les gens, dans les épaules, dans les mâchoires. Voilà, c'est ça que vous expliquez. Donc ça, vous et donc, voyez, qu'est-ce qui se passe quand on se crispe alors à ce moment-là ? À partir du moment où vous avez vu, là, moi, par exemple, si je me rends compte que je suis crispée, c'est automatique. Je sais comment vous crispez. Ça va lâcher. Je vous dis, lâchez prise. Calme-toi. Calme-toi. Enfin, je vous dirais, calmez-vous. Et là, clac, en direct. Et heureusement, j'ai tout un guide de méditation. Alors, vous avez, là, vous proposez une série de 20 méditations. Donc, la 15e s'appelle Dénouer la douleur. Chaque séance de méditation a un thème bien précis.
Et donc, alors celle-là est assez longue, c'est pour ça qu'on ne va pas vous la passer ce matin. Elles vont à peu près de 5 à 15-20 minutes à peu près. Oui, voilà. Et elles sont méditations. très soutenantes, c'est-à-dire je parle pas mal parce que les personnes ont vraiment... Vous avez un timbre de voix, on va voir tout à l'heure. C'est une technique que vous avez apprise, ou ça c'est la sophrologue qui parle? C'est un tout. On ne sait pas comment ça. Je ne sais pas si je suis devenue sophrologue parce que non, la voix c'est un peu le reflet. C'est ce qui porte quand même. Oui, c'est le reflet de plein de choses. Donc bon. Non, mais en tout cas, je me force pas. Voilà, y a pas. Encore une fois, c'est pas une technique que vous appliquez. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles de méditation à guider les méditations. On apprend, si vous voulez, parce que justement dans l'école de méditation, je suis responsable d'un cursus qui est le cursus instructeur pour les gens qui veulent apprendre à guider. Et apprendre à guider, c'est pas apprendre une technique vocale, c'est vraiment apprendre à pratiquer avec les personnes. Donc moi, quand j'enregistre, j'imagine les gens qui sont en face. Il n'y a que comme ça que vous pouvez, là encore, vous accorder à la situation. Donc, on pratique aussi en même temps, on pratique ensemble. Et c'est ce que je conseille aussi d'ailleurs aux gens qui pratiquent avec les enfants, que ce soit les enseignants ou les parents, c'est de s'inclure dans la méditation. On ne fait pas pratiquer un enfant. C'est pas comme un professeur de danse qui va montrer et puis après qui va regarder. C'est pas une technique comme ça où on regarde si la personne a réussi ou raté. Non, on s'inclut nous aussi. Donc on sent le rythme qu'on doit prendre et ça, il faut prendre confiance. C'est une histoire de confiance. Donc moi, dans ce cursus, j'apprends plutôt, j'essaye de mettre les personnes en confiance. Et on est en confiance quand on a beaucoup travaillé, quand on est très prêt. Voilà. Comment parce que les personnes qui nous écoutent ont peut-être déjà fait des tentatives de méditation, ont commencé, ont arrêté, ont commencé, ont arrêté. D'où viennent ces difficultés qu'on peut avoir de temps en temps à l'inscrire dans un emploi du temps? Ça, c'est humain. Je dirais que c'est humain. Je pense qu'il y a des personnes, ils doivent avoir les mêmes problèmes à se mettre à la course à pied ou à se mettre... On est tous comme ça. Il y a des choses qu'on aime, mais on le fait pas. On a envie de téléphoner à quelqu'un, puis on se dit, zut, ça fait 15 jours que je dois l'appeler. C'est humain. C'est vraiment très humain. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de venir à l'école de méditation, parce qu'il y a plusieurs lieux où on peut venir en présentiel. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière et le fait qu'on puisse pas sortir, on s'est tout à fait organisé en ligne et donc on offre une première séance de découverte. Alors dans l'année, c'est toutes les semaines en ligne, donc on peut le faire de n'importe quel endroit. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, je conseille ça. Faut pas faire. Non. Bon, il y a pas une question pratique. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour méditer? Eh bien, non. Pas de bon moment théorique, chacun trouve le sien. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien méditer le matin parce que ça colore la journée. C'est vrai que le matin, ça dispose, c'est comme un rappel que toute la journée, on va essayer de se relier de manière méditative, comme vous l'avez souligné, aux choses. Et je précise aussi que ça ne veut pas dire qu'on devient complètement zen toute la journée. Moi, il y a des moments, je suis très stressée, mais je sais que je suis stressée. Donc, j'en rajoute pas non plus. Quelquefois, je traverse, comme on parlait de la maladie, c'est stressant. Quand on a un rendez-vous chez le médecin, il s'agit pas de dire aux gens, calme-toi, n'aie pas peur, t'attends des résultats, ne t'inquiète pas, ça va aller. Moi, je trouve que tout ça, c'est à bannir. Je m'inquiète, oui. J'ai des raisons de m'inquiéter, mais je me rends compte de ce qui se passe en moi. Et déjà, ça soulage. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une durée idéale pour une méditation? La durée idéale, c'est pareil, ça vient avec le temps.
au départ, si on peut faire 5 minutes, c'est déjà génial, puisqu'on vient de parler du fait que beaucoup n'y arrivent pas. Donc ça, s'y astreindre, c'est déjà formidable dès le départ. Et puis après, tout dépend de sa vie. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est quand même d'y consacrer plus de temps. Mais en fait, ça vient tout seul. On a envie tout seul d'y passer plus de temps. Là encore, on ne vient pas avec une petite badine vous donner attention, un bon point. C'est l'heure de Pas ta du tout. méditation. Non. Il y a une position conseillée, oui. Oui, il faut être vertical, parce que ça, c'est la position humaine. On est vertical. On fait une émission de radio, on s'allonge pas, parce que on doit être vigilant. Pour rester vigilant, et la méditation, ça veut nous laisser ouverts justement à la situation, à tout ce qui se passe. On doit être assis. Alors après, s'asseoir sur une chaise ou sur un coussin, ça, les gens font comme ils veulent. Et je précise aussi que si certaines personnes sont malades et que leur maladie les empêche de s'asseoir, en revanche, ça les empêche pas de méditer. Mais c'est important, quand ils écoutent les méditations guidées, d'imaginer la position assise, parce que on le sait, hein, quand on imagine des choses, le cerveau s'adapte, et quand on est couché, en général, c'est pour s'endormir ou se reposer et fermer les yeux. Donc c'est bien aussi de savoir que ça se fait verticalement, et d'écouter ça et de le visualiser. Avec Clarisse Gardet qui est avec nous, on parle de méditation. Votre livre s'appelle Méditer pour mieux vivre la maladie, au livre de poche. Donc ça sort directement en poche, avec le prix des livres de poche. Parce que les livres parfois sont chers. On parlait de la douleur tout à l'heure, mais vous parlez d'une prise en charge de la douleur, notamment non médicamenteuse, par des casques de réalité virtuelle par exemple, et ça fonctionne très bien. Oui. Alors dans certaines, c'est la réalité virtuelle thérapeutique. Celle que je connais et dont je parle, elle est utilisée par des soignants en complément, par exemple par des anesthésistes dans des opérations, certaines interventions où on peut, mais bien sûr il y a toujours la possibilité d'avoir un produit, mais il y a certaines interventions où on peut s'en passer. Vous êtes partisan, en tout cas vous êtes pour la médecine qu'on appelle intégrative d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Oui. C'est la médecine intégrative, c'est vraiment, elle enjoint à suivre bien sûr un traitement, on va dire traditionnel, mais elle ouvre sur le fait d'être acteur aussi de son soin, en prenant soin de soi. Et je crois qu'une maladie, elle doit au moins servir à ça, à apprendre à prendre soin de soi, à avoir beaucoup plus de douceur envers soi. On est tellement dur avec soi-même, à vouloir ne pas s'écouter, être fort, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont... C'est trop dur. Et... Il faut être bienveillant avec soi-même. Voilà, j'essaye de trouver d'autres mots que ce mot que bienveillant, un peu valise, mais il n'empêche que oui, on n'est pas tendre avec nous-mêmes. Hein. On est beaucoup plus tendre avec les autres qu'avec nous-mêmes souvent. Alors vous proposez une vingtaine de 20 d'ailleurs méditations dans votre livre, hein, chacune sur une thématique. Alors on va écouter Comment vas-tu ? Voilà, c'est du luxe ce matin à la radio. On va faire une petite méditation de 3 minutes. Particulier. Vous prenez simplement un temps, un espace pour vous. Le sol vous porte. Le mouvement de la respiration est là. Vous n'avez rien à changer. C'est un bon moment pour vous demander à vous-même « Comment vas-tu » ? Laissez cette question s'ouvrir. Comment vas-tu ? Sentez ce qui vous habite en ce moment. En premier plan,
la perception de cet instant précis et la présence à tout ce qui vous entoure. Puis, laissez les arrière-plans se découvrir. L'imprégnation de ce que vous vivez plus généralement en cette période de votre vie. Ce qui s'est agrégé dans votre mémoire et revient à la surface maintenant. Sentez la richesse, l'abondance de ce qui vous habite se déployer, sans chercher à mettre des mots, juste sentir l'atmosphère qui est la vôtre, là, maintenant. La perception de la couleur émotionnelle des pensées qui vous traversent. La perception de votre corps, ce qui est accordé, léger, et les touches plus sombres, les retenues, les tensions. La perception du mouvement de la respiration qui vous porte. Il n'y a rien de plus à faire, simplement à rester en lien avec ce que votre corps perçoit, sans effort, relié à l'entièreté du moment, relié au rythme de la respiration. Elle est le rappel que vous êtes là, pleinement présent à votre vie telle qu'elle est, maintenant. Oui, la méditation, et on le voit dans cet exemple-là, ça consiste à être présent et à le rester. C'est pas partir dans sa tête. Comment on fait pour rester présent au moment présent au cours d'une méditation? Ah, alors là encore, on revient au départ, on ne fait pas d'effort surhumain pour rester présent. On se rend compte qu'il y a des moments où on n'est plus du tout présent parce qu'on part dans ses pensées. Mais il y a quelque chose de magique, ça c'est chez tout le monde, et voilà, à un moment on s'en aperçoit. Mais quand on s'en aperçoit, on se dit pas oh le vilain, oh la vilaine, il était parti. Non, on se rend compte qu'on était parti et on revient. Et quand on revient là au présent, on revient à l'état de son corps, de ses pensées, et on regarde ce qui est là. Voilà. Et méditer, c'est vraiment faire cet aller-retour. Tout le temps, et donc c'est pour ça que c'est pas faire le vide, parce que ça c'est impossible, c'est normal de partir, et c'est pour ça aussi qu'on reste assis, c'est parce que si on est allongé, on va partir dans le sommeil, et aussi on garde les yeux ouverts, hein. C'est pas du tout obligé de fermer les yeux, on fait comme on veut. Mais est-ce qu'on peut se donner par exemple un thème en disant tiens, aujourd'hui je vais méditer sur ça? Non, parce que on peut le faire, mais c'est pas ce que je propose. On peut le faire, mais et notamment il y a des méditations qui sont axées sur la douleur, par exemple. Mais c'est bien aussi de s'accorder des moments où, comme ce qu'on vient d'écouter, où vraiment on s'accorde à ce qui est là. Comment vas-tu y réfléchir? Regarder ce qui est là, quoi. C'est comme si on regardait un paysage. Voilà. Qu'est-ce que je vois là? Alors au départ, je vois quelque chose de général, et puis après, petit à petit, voilà. Là, moi, je vois des tours là où je suis. Je m'aperçois qu'il y a des arbres. J'avais pas fait attention. C'est pareil. Et puis il y a une maison ancienne, alors que il y a plein de tours modernes. Voilà. J'avais pas vu tout ça du premier coup d'œil. C'est exactement pareil, la méditation. On arrive dans les détails de son être
de ce qui nous habite, j'ai dit, parce que en fait c'est tellement vaste que son être, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est moins précis, peut-être que, ou c'est trop précis. Quelle importance on accorde à la respiration ? Est-ce qu'il faut la caler sur quelque chose ? Est-ce qu'il faut la travailler ? Alors non, dans la méditation telle qu'on la pratique, elle fait partie justement de ce qui est là, et on la laisse être comme elle est. Et c'est vraiment très important de se rendre compte que ça fluctue la respiration. Et elle va avec nos émotions, elle va avec notre état d'être. Et donc, s'accorder à la respiration, c'est s'accorder aussi au mouvement qui est en nous, à l'atmosphère qui est en nous à ce moment-là. Donc non, on ne la change pas. Comment se reconnecter à son corps ? Les personnes qui sont malades, parfois ont des expressions comme « mon corps me joue des tours »,« je dois écouter mon corps », comme si le corps se dérobait. Oui, ça, dans mon expérience aussi et dans les témoignages que j'ai des personnes malades, on a l'impression que le corps, c'est vraiment une découverte. Alors évidemment, le corps, ça veut dire beaucoup de choses. De toute façon, quand on dit le corps, c'est ce qui nous met au monde. Sans corps, on ne vit pas. Donc quand on dit le mot corps, il se déploie quelque chose d'incroyable. Mais toutes les personnes malades que je côtoie me disent je n'écoutais pas mon corps, et je me rends compte en faisant de la méditation, parce que c'est ce qu'on fait ensemble, que le corps me donne des signes, et que avant je les écoutais pas, et que si je les écoute et si je suis ce que me dit mon corps, notamment par exemple la fatigue, le corps dit beaucoup de choses en fait. Et c'est pour ça que dire à quelqu'un ne t'écoute pas, c'est pas un très bon conseil, parce qu'au contraire il faut écouter le corps. Il a quelque chose à nous dire. On a une intelligence du corps. Et quand on parle de fatigue, la fatigue de la maladie, c'est encore une autre fatigue. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle exprime, la fatigue de la maladie ? La fatigue de la maladie, elle est difficilement compréhensible pour l'entourage. Parce que, en général, quand on est bien portant, si on a fait la fête la nuit d'avant, on est fatigué le jour J. Si on a fait trop de sport, on est fatigué. Enfin, on a toujours une raison d'être fatigué. Et quand on a une maladie, parfois, il n'y a pas de raison objective, mais on se sent fatigué. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'écouter, parce que la maladie elle-même fatigue, et puis les traitements fatiguent, et il faut savoir aussi, il faut apprendre à en parler aux autres. Et ça, c'est un point très délicat, qui est peu compris, et qui fait beaucoup souffrir les gens malades. Vous pouvez avoir projeté quelque chose, par exemple avec des amis ou des proches, et puis le jour J, mais c'est même pas possible de le faire, et là les gens ne comprennent pas et disent bouge-toi, allez, et là je crois qu'il faut vraiment s'écouter. Et puis la fatigue, ça peut être, il faut toujours aussi, ça c'est une règle d'or, il faut en parler à son médecin, parce que la fatigue, de toute façon, même quand on est bien portant, la fatigue, si on n'a pas une raison, comme je les ai évoquées là, une très bonne raison et très évidente, il faut vraiment consulter, parce que la fatigue, ça peut être le signe de quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert une maladie parce qu'ils étaient trop fatigués. Ça devenait curieux d'être fatigué comme ça. Ça peut masquer plein de choses. Même si la fatigue, ça peut être un état permanent, ce sentiment d'être toujours fatigué. Là, il faut consulter, parce que c'est pas... Non, c'est pas normal. Enfin, j'aime pas ce mot normal, mais je crois que quand on se sent tout le temps fatigué, il faut consulter, parce que ça peut être le signe d'une déprime ou d'une maladie physique sous-jacente. Vous avez une méditation qui s'appelle méditation dialogue avec le corps, notamment. Bon, c'est dans votre livre, ça vient de sortir, Clarisse Gardet, Méditer pour mieux vivre la maladie. Vous téléchargez, si vous avez SoundCloud ou tout ça, vous pouvez télécharger toutes les méditations, comme ça vous les avez avec vous, toujours prêtes à l'écoute. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, Philippe. C'était un moment très agréable. Ah, c'était un super moment. Vous avez une voix à faire de la radio, je vous dis tout de suite. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.